Voilà, donc concernant la définition, on reste dans la définition classique de l'OMS concernant la diarrhée, donc c'est-à-dire plus de 3 selles molles ou liquides par jour. Aigu, c'est moins de 7 jours. Et souvent, on inclut également cette entité de diarrhée persistante qui n'existe que dans les pays en développement et n'existe pas dans les pays développés parce que il y a toute une composante de malnutrition associée qui fait que la diarrhée va se prolonger et on parle de diarrhée persistante quand c'est une diarrhée de 14 jours ou plus. Sinon, d'habitude, il y a la diarrhée aiguë moins de 7 jours et la diarrhée chronique qui est une diarrhée actuellement à partir de 4 semaines. Donc, ce n'est plus les 6 mois comme comme c'était dans le temps. Alors, la problématique, comme j'ai dit, de la diarrhée, c'est que ça reste toujours une problématique dans la mesure où elle comporte un risque de déshydratation, qui dit déshydratation, donc risque de décès, et de dénutrition. Donc, on passe tout de suite à la conduite à tenir. Alors, devant une diarrhée aiguë, une fois qu'on a identifié par l'interrogatoire effectivement que c'est des selles de plus de 3 jours et pendant moins de 7 jours, donc le premier geste consiste en fait, il faut examiner et mener l'interrogatoire en parallèle, essentiellement pour éliminer le risque dont j'ai parlé de complications, notamment la déshydratation. Alors, nous, concernant la déshydratation par rapport à ce qu'on fait dans notre société et ce que font les membres, donc là aussi, on reste vraiment fidèle aux recommandations de l'OMS. On va pas chercher est-ce qu'elle est extracellulaire et 10 ou 14 signes. Donc, on se contente de ces 4 signes en pratique courante parce que c'est des signes qui sont les plus pertinents pour éliminer ou confirmer une déshydratation sévère. Alors, ces 4 signes, on s'intéresse déjà à l'état général de l'enfant. Donc, là, c'est des enfants de plus de 2 mois. Donc, on va tester la soif, soit par l'allaitement maternel, c'est la maman qui va présenter le sein et on voit l'enfant comment il va réagir. Donc, soit si c'est un grand, donc en offrant le verre. Et puis l'examen clinique en regardant à l'inspection les yeux et le pli cutané, donc la palpation à la recherche d'un pli cutané de déshydratation. Alors la déshydratation sévère, pour retenir déshydratation sévère ou modérée, il faut qu'il y ait au moins 2 signes. Alors parmi les signes, déshydratation sévère, on a l'état général, est-ce que l'enfant présente une léthargie ou bien il est carrément inconscient. Quand on présente, donc lui présente à boire, est-ce qu'il peut boire ou bien là, sévère, quand il ne peut pas boire, c'est-à-dire qu'il est tellement fatigué qu'il n'arrive même pas à boire, c'est pas qu'il refuse. Et puis les yeux, c'est les yeux enfoncés, l'hypotonie du globe, et puis le pli cutané, c'est le pli cutané persistant qui dure plus de 3 secondes, donc 3 secondes ou plus. Et quand il y a 2 de ces signes, on considère que c'est une déshydratation sévère. Et les 4 signes, pourquoi c'est important? Parce que également ça permet d'anticiper ce que je dis souvent à mes étudiants ou aux résidents, c'est que nous, quand on a appris la déshydratation sévère, on nous a parlé la définition, il faut attendre qu'il y ait le collapsus ou qu'il y ait carrément le trouble neurologique, le coma. Alors qu'avec ces 4 signes, on anticipe, on n'attend pas le collapsus, que toutes les veines soient plates pour pouvoir dire que c'est une déshydratation sévère. S'il y a une hypotonie du globe et qu'il y a un pli cutané persistant, ça y est, c'est une déshydratation sévère et il faut le prendre en charge tel que. Alors, déshydratation modérée, donc ces 4 signes, au lieu d'être léthargique, l'enfant il est agité et irritable, ce qu'on leur dit, mais عنده خطر, donc c'est ce que nous dit la maman. Quand on lui présente le sein ou à boire, il va boire avec avidité, il se jette et on le voit en pratique courante, quand on enlève le verre, c'est l'enfant qui va l'arracher tellement il a soif. Les yeux enfoncés et le pli cutané, il est pâteux, donc ce n'est plus le pli cutané persistant. Et là, quand on a 2 de ces signes, on considère que c'est une déshydratation modérée et on prend en charge l'enfant tel que. Donc, quand on a un seul signe
ou aucun signe, donc il n'y a pas de déshydratation, mais la diarrhée, c'est toujours une situation à risque. Alors, ceci pour évaluer finalement l'échelle de la déshydratation. Alors, maintenant, quand on a une déshydratation, en quoi va consister notre prise en charge? Comme je l'ai dit, la problématique, c'est d'éliminer donc l'existence d'une déshydratation sévère qui comporte un risque. Alors, une déshydratation, quand on a un état de choc, donc là, on est toujours dans les anciennes recommandations, donc on donne un bolus, soit de sérum phi ou de macromolécules, 20 cc par kilo, donc en 20 minutes, et on peut le répéter si nécessaire. Il faut vraiment faire très vite, perfuser l'enfant. La déshydratation sévère, donc là, on va réhydrater rapidement, donc la réhydratation à base de glucosé plus les électrolytes. Maintenant, comment on va passer ce glucosé et ces électrolytes? Donc, on regarde l'âge de l'enfant. Est-ce qu'il a moins de 1 an ou bien est-ce qu'il a plus de 1 an? Alors, la réhydratation, c'est 100 cc par kilo, mais le moins de 1 an, on va passer 30 cc kilo en 1 heure, puis les 70 cc kilo en 5 heures. Donc, on y va vraiment doucement. Pour l'enfant qui est âgé de plus de 12 mois, c'est 30 cc kilo en 30 minutes, puis les 70 cc kilo en 2 heures et demie. Donc, on met moins de temps pour le réhydrater. Donc, ceci en ce qui concerne la réhydratation, bien sûr, il va falloir suivre l'enfant et dès que l'enfant se réveille et commence, il est capable de boire, donc on commence à lui présenter les SRO par voie orale pour pouvoir, s'il n'y a pas de raison de les laisser perfuser, tel qu'un sepsis ou autre, donc pour passer rapidement à la voie orale. Maintenant, quand c'est une déshydratation modérée, c'est vrai que souvent les enfants qui présentent une déshydratation modérée sont hospitalisés parce que on peut pas les laisser dans le cabinet pendant 4 heures le temps de les réhydrater, ou parce que la personne qui est en face n'a pas vraiment l'habitude et n'a pas le temps, elle veut les adresser directement pour une hospitalisation. Et souvent les déshydratés modérés sont également en fait hospitalisés. Alors que l'idéal serait une déshydratation modérée, de commencer la réhydratation par les SRO. Alors, les SRO, c'est la dose qu'on donne, c'est le poids de l'enfant que multiplie 100 en millilitres. Et l'enfant qui refuse ou qui ne peut pas boire, souvent les enfants, ils boivent quand ils sont déshydratés. Sinon, quand il est entre les deux, donc on perfuse ou on donne par sonde nasogastrique. Alors là, c'est des exemples en fonction du poids de l'enfant. Donc, comme j'ai dit, c'est le poids de l'enfant qu'on multiplie 100, c'est-à-dire entre 50 à 100 cc kilos, donc moins de 6 kilos, entre 200 et 600 ml à boire. 6 à 10 kilos, il aura besoin entre 600 cc et 1 litre, donc entre 50 et 100 cc kilos en général. Et que l'enfant donc devrait boire et en général il prend à peu près 150 à 300 cc par heure. Donc au bout de 4-6 heures, l'enfant est déjà bien réhydraté. Alors quand c'est une déshydratation légère, donc c'est-à-dire il y a un risque mais il n'y a pas vraiment de déshydratation, donc là j'ai marqué les SRO, mais en fait tous les apports hydriques sont la bienvenue. On peut donner des bouillons de légumes si l'enfant les accepte, ou des tisanes, mais surtout pas de boissons trop sucrées et pas de Coca-Cola. Elle est vraiment contre-indiquée parce qu'on continue malheureusement à la préconisé parfois. Alors voilà en ce qui concerne l'urgence vitale, mais en parallèle, comme j'ai dit, il faut chercher les signes associés à la diarrhée. Donc bien sûr le poids, la taille, le PC, chercher s'il y a une dénutrition. Donc s'il y a la dénutrition, elle aggrave le risque de la déshydratation. On pose toujours une question primordiale à la maman, est-ce qu'il y a du sang dans les selles de l'enfant? Et parce que pour nous, quand il y a du sang dans les selles, ça veut dire que c'est une diarrhée invasive, qu'il y a un risque de septicémie et qu'il faut
aller commencer une antibiothérapie probabiliste. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire des examens, on va le voir, de première intention. Si sous antibiotiques probabilistes, le problème ne s'arrange pas, c'est là où on peut aller faire des examens de sel. S'il y a une association à une fièvre ou des vomissements, et puis des facteurs de risque tels que la prématurité, donc l'âge avant 3 mois, un problème de déficit immunitaire, de maladie chronique, parce que là l'enfant nécessite une surveillance vraiment de près, vu que ça comporte un risque de complications, qu'on ne veut pas qu'il y ait de risque surajouté à sa pathologie. On pose la question toujours d'ailleurs par rapport au régime de l'enfant, si l'enfant il est sous allaitement maternel, s'il est diversifié et si la diarrhée est apparue à l'occasion d'une diversification ou à l'occasion d'un changement de lait. Donc lait maternel, on passe à un lait diététique ou autre. Donc dans ce cas-là, on est en mesure de chercher une étiologie autre qu'infectieuse, parce que plus de 80% des diarrhées aiguës des enfants, on sait que ce sont des diarrhées en rapport avec une contamination, et quand on parle de contamination, c'est une contamination alimentaire, donc ce sont des diarrhées infectieuses essentiellement. Et puis on pose la question sur le traitement entrepris chez eux, parce que l'idéal serait que c'est une occasion pour former les parents à la prise en charge de la diarrhée, si les parents ont déjà démarré un traitement SRO ou autre, et la conduite à tenir va dépendre également de ça. Alors, j'en arrive aux examens complémentaires. J'ai dit qu'ils sont rarement nécessaires au tout début. Alors, l'enfant hospitalisé, on n'en parle pas. Il est hospitalisé, il aura ses examens paracliniques. Donc, on va faire les examens tels qu'un ionogramme, CRP, numération formule, coproparasito, virologie des selles. Donc, ce sont des examens qui sont justifiés vu l'état de l'enfant. Par contre, l'enfant qui présente un état septicémique ou une diarrhée, là, c'est l'hospitalisation. Et bien sûr, il faut mettre en place une antibiothérapie. Si c'est une diarrhée striée de sang, une diarrhée, on parle dans ce cas de dysenterie d'emblée chez l'enfant, et que il n'y a pas d'impact sur l'état général, là, on donne une antibiothérapie probabiliste et on revoit l'enfant. Si au bout de 48 heures ou 72 heures, le problème ne s'arrange pas, ou si l'enfant, son état se détériore, on va faire des examens complémentaires. Alors, les autres, on peut avoir à faire d'autres examens, mais là, ça dépend s'il y a des signes spécifiques. Donc, une diarrhée qui ne s'arrange pas, on va faire le CBU. Dans un cadre de sepsis, on va faire bien sûr LMOC, le poumon, et on va, s'il y a des signes neurologiques ou autres, une fois réhydraté, ça persiste, on fait une PL. Alors là, j'ai marqué l'écho abdominal. Non, on n'est pas tombé sur la tête. On va pas faire une écho abdominale à tous les enfants qui ont une diarrhée. Mais c'est vrai que, vu qu'on est au 3e niveau, il nous est arrivé de recevoir des enfants pour une invagination intestinale, avec même déjà une altération de l'état général et tout, donc avec un début de nécrose, sur des enfants qui sont arrivés d'autres régions. Ils étaient considérés comme diarrhée glérossanglante, comme ils ont reçu la formation à la prise en charge des maladies diarrhéiques, tout le monde, paramédical, médecin généraliste et tout. Donc, on considère que c'est une diarrhée glérossanglante, et l'enfant, quand il arrive, en fait, c'est une invagination intestinale. Moi, j'ai vécu 2 décès carrément parce qu'ils sont arrivés, on est dans l'état de nécrose intestinale. Alors, diarrhée sanglante, toujours, on regarde l'état de l'enfant, bien sûr, et on cherche un enfant qui est douloureux. On connaît les signes de l'invagination, c'est les enfants qui se tordent de douleur au départ. On pense à l'invagination intestinale, et un coup de sonde est la bienvenue dans ces cas-là. Alors, maintenant la diarrhée, il faut réhydrater.
et il faut réalimenter parce que on a dit c'est le risque majeur, déshydratation et dénutrition. Donc l'enfant qui est sous allaitement maternel. Donc là, bien sûr, on va poursuivre l'allaitement maternel. La diarrhée n'est jamais une bonne opportunité pour commencer une diversification. Donc, on ne change pas de régime et même si l'enfant a besoin d'une diversification, vu que si ça n'a pas été démarré, on continue uniquement sur le lait maternel et s'il est déshydraté, donc on réhydrate, il est capable de boire et en donnant le lait maternel. Donc, il n'y a pas de pause par rapport à l'alimentation. Maintenant, si c'est un enfant qui est sous une formule lactée, donc moins de 4 mois, je vais prendre une pause les 4 à 6 premières heures s'il est déshydraté pour le réhydrater. Et secondairement, j'introduis donc le lait. Mais s'il est sous formule lactée. Alors maintenant, c'est quel type de lait je vais donner? Si j'arrive et l'état de l'enfant me le permet, je continue le lait habituel de l'enfant. Si c'est un enfant qui n'est pas dénutri, son épisode diarrhéique, donc je le prends en charge par rapport à l'état d'hydratation, je continue avec son lait habituel. Alors, si c'est une diarrhée qui se prolonge, donc là, peut-être que le mieux, c'est de pouvoir donner une formule de régime, moins de 3 mois. Donc l'idéal, c'est de donner un hydrolysat de protéines plutôt que un lait normal. Donc là, il va y avoir son hydrolysat d'une façon ponctuelle 2 à 3 semaines. Et puis secondairement, on va passer à l'alimentation habituelle de l'enfant. Alors, pourquoi je vous ai dit garder le lait habituel? Parce qu'en fait, les laits, aussi bien le lait sans lactose que les hydrolysats, ce sont des laits qui sont amers. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Ça nous arrive de faire des tests et de goûter les différents laits. Je vous invite à le faire pour voir un peu ce qu'on prescrit aux enfants. Et vous allez voir, ce n'est pas les formules n'ont pas le même goût. Et que les hydrolysats, ils sont amers. L'enfant va mettre plus d'une semaine pour commencer à accepter ces formules. Donc c'est pour ça que, sauf vraiment cas particulier, on le préconise pas d'emblée parce que tout simplement l'enfant va le refuser. Il va boire uniquement de l'eau. Il n'aura pas cette formule, même si on a une belle boîte en face. Alors, pour le nourrisson de plus de 4 mois, qui est sous formule lactée, pareil, s'il est déshydraté, j'arrête tout apport alimentaire pendant 4 à 6 heures, le temps de m'occuper de sa réhydratation, qui est vitale. Et puis, secondairement, on va introduire le lait. Là, on est dans la formule infantile, on n'est pas dans le lait maternel. Donc, quel lait? Donc, pareil, soit que je vais donner le lait habituel à sa dilution habituelle, ça ne sert à rien de le diluer. Et si l'enfant le tolère, on va pas me dire il a augmenté la fréquence des selles ou autre, je vais le laisser sous cette formule. Et toujours quand on examine l'enfant, on prend l'habitude de regarder les selles de l'enfant. On a toujours demandé, même à l'interrogatoire, lors de la diarrhée, est-ce que les fesses sont abîmées ou pas? Parce que quand elles sont abîmées, ça veut dire qu'il y a une intolérance au sucre. Donc là, je peux donner un lait sans lactose. Quand il a des selles qui ne sont pas abîmées, ça veut dire qu'on n'est pas encore à ce stade et qu'on peut donner la formule habituelle. Et pourquoi je ne donne pas systématiquement une formule sans lactose? Pareil, parce que le goût, parce qu'elle va pas être acceptée et parce que, en fait, les intolérances secondaires au lactose dans les cas de diarrhée aiguë, c'est uniquement 10 à 15% des cas. Donc, on se dit, c'est pas la peine de mettre 100% des enfants en laissant les habituels et on observe. Et donc, si la diarrhée par contre, dans les diarrhées persistantes, c'est le lait sans lactose. Quand je reçois l'enfant après 7 jours ou un enfant à 14 jours, automatiquement, je passe à une formule sans lactose. Mais là, donc, je lui donne une chance par la formule, donc, dont il est habitué au goût.
Et puis également, je m'intéresse au terrain quand c'est un prématuré, quand c'est un retard de croissance intra-utérin, qu'il est dénutri, qu'il est fragile, que j'observe de plus près. Donc là aussi, comme une diarrhée qui se prolonge plus de 7 jours, je peux donner une formule sans lactose. Mais je vous dis que au départ, donc l'enfant ne va pas accepter le goût, donc et on essaie de diminuer le risque de dénutrition. Alors, les enfants qui sont diversifiés, donc comme je l'ai dit, là, on va regarder cette diversification, si elle est appropriée. Donc, il continuera à prendre des petits repas qui sont fractionnés, vu l'anorexie. Donc, on essaie essentiellement, on conseille de fractionner et donner des petits repas plus fréquents que d'habitude. Donc, voilà en ce qui concerne la réalimentation. Maintenant, par rapport au traitement, donc les traitements adjuvants, leur place, elle est vraiment limitée. On peut les donner en association aux CRO, mais les SRO, vraiment, il faut continuer autour de votre entourage, des médecins que vous encadrez, des jeunes que vous voyez lors des manifestations, d'en faire la promotion, parce que malheureusement, dès que un programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques, il n'est plus sponsorisé, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de formation, on a tendance à oublier les SRO et à ne plus même les retrouver même dans les centres hospitaliers. Donc les enfants, ils vont au centre, il n'y a pas le SRO, alors que c'est la formule qui a fait le plus de preuves magiques qu'il faut toujours garder à l'esprit. Alors maintenant, la plupart des médicaments, leur effet symptomatique est vraiment modeste. Ce qu'on gagne au maximum, on le gagne en réduction de la durée de la diarrhée, donc de 24 heures pour les meilleurs, et plus que dans la consistance des selles, parce que rares sont les protocoles thérapeutiques qui se sont intéressés à la consistance des selles. Donc on va le voir peut-être essentiellement quand on a commencé à s'intéresser aux antisécrétoires. C'est là où parce que il faut séparer les selles des urines, prendre la couche, la peser, etc. Donc le protocole devient très lourd c'est pour ça que il suffit un petit peu de cocher le nombre et la fréquence des selles pour la plupart des études. Maintenant, quel traitement adjuvant? Alors les smectites, oui, il y a eu des études sur l'association, la réhydratation, donc aux smectites. Donc, ils peuvent avoir un petit effet si on veut donner un traitement adjuvant. Actuellement, donc, c'est conseillé de le donner chez l'enfant après l'âge de 2 ans. Donc, les formes pédiatriques, pas avant. Les probiotiques, donc, là aussi, on a parfois de bons probiotiques, donc, qui peuvent également, c'est vrai que ils peuvent avoir un effet modeste associé à la réhydratation, mais je pense que l'effet qu'ils apportent en plus, c'est essentiellement par rapport au rééquilibre de la flore et à la récurrence justement des diarrhées. C'est ce qu'on cherche comme effet, c'est de pouvoir diminuer justement la fréquence des diarrhées chez les enfants. En cas de diarrhée sanglante, la fièvre élevée toute seule n'est pas une raison pour prescrire l'antibiotique, mais on a dit quand il y a des signes de sepsis ou le risque de sepsis, et quand il y a la diarrhée sanglante, il y a un risque. Donc là, on donne l'antibiothérapie, l'immunodéprimé, et tout enfant mal nourri, il est immunodéprimé par définition. Donc quand j'ai un enfant qui a de la diarrhée et qui a une dénutrition, donc j'ai l'antibiothérapie beaucoup plus facile quand il présente de la fièvre, parce que c'est des enfants à risque. Alors j'ai mis le zinc, mais en fait le zinc, c'est essentiellement dans les diarrhées persistantes, plus que dans les diarrhées aiguës. Vous me direz quelle formule de zinc. Je sais que le ministère de la Santé, ça existe actuellement dans les centres de santé. Ils ont amené une formule de zinc.
Nous, quand on donne, quand on n'a pas cette formule, donc on donne dans le cadre d'un complexe vitaminé, et surtout dans les diarrhées persistantes. Donc il y a eu des études effectivement comme quoi ça réduit la sévérité de l'épisode diarrhéique et également ça réduit la durée de pratiquement 20%, ce qui n'est pas négligeable, et ça réduit le risque de récurrence, notamment dans les 2 à 3 mois qui suivent l'épisode diarrhéique. Donc j'ai des médecins de santé publique, des pédiatres, ils vont nous en parler, nous donner leur expérience peut-être tout à l'heure. Alors, autres médicaments, maintenant, les antiémétiques n'ont pratiquement pas de place parce que, en fait, les vomissements, quand on commence la réhydratation et qu'on agit sur l'acétose, c'est l'acétose du jeûne souvent qui donne les vomissements, donc les vomissements sont réduits, sauf quand on a des vomissements incoercibles et que là, il faut aller carrément perfuser l'enfant. Alors, j'ai parlé tout à l'heure comme traitement adjuvant les antisécrétoires. Le racecadotril, effectivement, c'est le seul médicament dont les études ont montré qu'il y a véritablement un effet antisécrétoire. Maintenant, est-ce que c'est le traitement miracle? Moi, je n'en ferai pas un traitement miracle que je donnerai à tous les enfants diarrhéiques. Pourquoi? Parce que les études qui ont été faites, c'est essentiellement dans les diarrhées virales, le rotavirus, et actuellement, on a de moins en moins de diarrhées sécrétoires. On le sait, on voit la fréquence des diarrhées qui a diminué dans les centres de santé, les diarrhées graves, notamment les diarrhées qui nécessitent une hospitalisation. Les études thérapeutiques avec le racecadotril ont été faites chez des malades hospitalisés, donc, et pas vraiment sur des malades en ambulatoire, etc., pour justifier chez tous les malades. Mais nous, avec la vaccination anti-rotavirus, vraiment, la prévalence des maladies des diarrhéiques à rotavirus a diminué d'une façon importante. Alors, les ralentisseurs du transit, donc le loperamide, là, le problématique ne se pose pas puisque il n'est pas commercialisé. On a retiré les formes pédiatriques. Peut-être qu'il y en a qui continuent à le donner parce que c'est le seul ralentisseur de transit. On le donne chez l'adulte, mais chez les enfants, chez les moins de 2 ans, il y a eu 3 décès parce que carrément, ça entraîne une paralysie donc intestinale avec la pullulation. Il y a eu 3 décès qui ont été décrits, c'est pour ça qu'on l'avait retiré du marché. Alors voilà, en ce qui concerne la prise en charge. Maintenant, c'est la dernière plaque. Qu'en est-il de la prévention? Parce que la diarrhée aiguë, c'est vrai qu'elle a remporté dans le monde des milliers de vies. Actuellement, la prévalence de nos maladies diarrhéiques a diminué et c'est essentiellement grâce à la prévention. Donc, grâce encourager l'allaitement maternel exclusif. Donc, surtout l'allaitement maternel les 6 premiers mois. C'est vraiment très important. Et quand on parle d'allaitement, on ne peut pas parler d'aliments de complément. Donc, l'introduction des aliments de complément d'une façon appropriée. Il faut vraiment s'intéresser à l'alimentation de l'enfant au cours des 3 premières années. Et puis, éduquer les familles. Comme je l'ai dit, quand c'est des campagnes, il y avait un temps où on passait beaucoup de spots publicitaires sur l'intérêt des SRO, sur pas mal de spots en ce qui concerne les maladies diarrhéiques, et tout ça à visée d'éducation. Et je pense que le pédiatre doit continuer avec son patient, parce que c'est ce qui va remplacer la prescription. Quand je lui donne des conseils par rapport à comment réhydrater à domicile, par rapport aux signes les plus alarmants, ça y est, donc je suis rassurée pour les prochains épisodes. L'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, l'hygiène, et la vaccination anti-rotavirus que, heureusement, au Maroc, elle est généralisée. C'est vrai que c'est une bénédiction, quel que soit le mode d'introduction de cette vaccination. Mais nous, on est ravis de ces effets.
Et puis, bien sûr, tous les autres vaccins du PNI. Donc, il faut encourager. C'est vrai que les vaccins peuvent passer ces derniers temps de temps difficiles, mais le pédiatre doit toujours justement rassurer les parents et mettre les mérites de la vaccination sur le devant. Et c'est vrai qu'on a sauvé pas mal de vies également. Quand il y avait la rougeole, on sait qu'il y avait beaucoup de diarrhée secondaire, et que là, on a quand même des meilleurs taux des enfants qui sont en meilleure santé grâce à la vaccination. Je pense que c'est la dernière plaque. Je vous remercie.